Donc, comment vous sentez-vous dans vos débuts en politique, sachant que les femmes sont peu nombreuses dans ce domaine? Alors, peut-être juste revenir sur ma position. Alors c'est vrai que mon boulot c'est la politique, mais moi je travaille pour une élue. Donc je suis pas élue moi-même. Je travaille depuis 1 an et demi pour cette élue qui s'appelle Pauline Véron, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge des sujets jeunesse, vie associative, emploi, démocratie locale et participation citoyenne. Et moi je suis vraiment sa conseillère sur les sujets emploi et un petit peu aussi participation citoyenne, mais seulement quelques petits dossiers. Est-ce que tu peux répéter ta question? Donc, comment vous sentez-vous dans vos débuts en politique, sachant que les femmes sont peu nombreuses dans ce milieu? Oui, c'est vrai. À Paris, c'est vraiment le cas. Alors sur les élus, pas tellement, c'est paritaire, mais sur les collaborateurs, il y a un peu plus de femmes, je pense. Donc c'est sûr que ça fait une barrière en moins. Quand on est une jeune femme dans un monde de jeunes femmes, c'est toujours plus facile de s'adapter. Donc moi, je m'y sens plutôt bien. Oui. Même si c'est pas le seul facteur pour lequel je me sens bien dans mon boulot, mais ça joue. Ouais. Non, est-ce que avant, il y avait moins de femmes dans ce domaine-là, ou c'est récent, ou ça a toujours été un peu plus de femmes dans le domaine dans lequel vous êtes? Je saurais pas trop vous dire. Je pense qu'à la mairie de Paris, il y a beaucoup de femmes depuis longtemps. Mm-hmm. Après, ailleurs, dans le milieu des collaborateurs, je pense que c'est assez mixte. Mm-hmm. Ok. Donc, la prochaine question, c'est comment vous sentez-vous à ce moment de votre carrière, donc en début de votre carrière? Très bien. Comment voulez-vous que je développe ce point-là? C'est en fait, rapport à quel aspect? C'est par rapport, surtout, comment vous sentez-vous par rapport au fait que vous êtes une femme dans cette carrière? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le fait, c'est un petit peu relatif à la première question, que être une femme à la mairie de Paris quand on est collaborateur d'élu, c'est pas original. Mm-hmm. Donc de ce point de vue-là, ça va. Après, c'est vrai que dans mon métier, je suis un peu entre l'élu ou les élus et l'administration. Donc je travaille avec vraiment les deux. Et puis on travaille aussi beaucoup avec des structures extérieures sur l'emploi. En France, ça s'appelle Pôle emploi, qui est vraiment l'organisme d'État qui sert à s'occuper des chômeurs. Il y a beaucoup d'associations qui accompagnent les chômeurs. Et donc c'est vrai que dans les autres milieux, il y a quand même beaucoup moins de jeunes femmes. Et moi, dans mon métier, au quotidien, j'ai très souvent affaire à des hommes cinquantenaires. Et donc, c'est sûr que c'est pas le même rapport que parfois... alors, je sais pas si c'est plus lié à la condition de femme ou à la condition de jeune, sans doute un petit peu des deux. Mais il faut quand même trouver la force de s'imposer, c'est pas toujours évident. Ouais. Face à des gens plus âgés qui ont de l'expérience, donc c'est aussi légitime. Mais où il y a toujours intrinsèquement, je sais pas si le mot est bien choisi, mais en arrière-fond des rapports qui sont pas seulement hiérarchiques, qui sont aussi liés à l'identité des personnes. Ok. Est-ce que vous sentez justement une certaine intimidation professionnelle de la part des hommes surtout? Je sais pas si on pourrait faire une généralité, ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Mais dans votre quotidien, c'est pas quelque chose auquel vous faites face régulièrement? Ça va parce que en étant en cabinet, on a quand même on a la légitimité de l'élu. On parle un peu en son nom. Donc de ce fait, je pense que ça pose moins de soucis que si j'avais une place un peu plus subalterne, où là on a sans doute encore plus besoin de s'affirmer quand on est une jeune femme. Là, la position hiérarchique dans laquelle je suis m'aide sans doute un peu au quotidien, et donc je pense que je suis moins confrontée que d'autres à ces rapports hiérarchiques-là. Parfait. Avez-vous subi des discriminations quant à votre sexe durant votre parcours professionnel? Non, jamais. Ouais. Pour la plupart des autres entrevues qu'on a fait, la majorité des femmes nous ont dit que oui, donc c'est quand même bien de voir que vous... Ouais. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, je pense, je voudrais pas vous fausser votre enquête scientifique, mais en tout cas, c'est un sentiment que plus on est diplômé et plus on accède à des postes à responsabilité, moins il y a de risques d'être discriminé, je pense, parce qu'il y a une autre légitimité
qui vient des études, de la place qu'on occupe au travail. Mhm. Mais après, c'est vrai que dans le milieu politique, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai beaucoup d'amies qui ont été collaboratrices. Je pense que la mairie de Paris, c'est aussi un univers assez protégé. Mais beaucoup d'amies qui ont été collaboratrices à l'Assemblée nationale. Mhm. Et où c'est plus dur. Mhm. Où apparemment, les remarques sont assez fréquentes. Parfois Est-ce que vous avec des pensez que attitudes c'est parce que déplacées. c'est plus médiatisé comme lieu ou... Non, je suis pas sûre que c'est à voir avec le médiatique. Je sais pas trop pourquoi à l'Assemblée nationale ce serait plus comme ça qu'à la mairie de Paris. Peut-être parce qu'il y a plus d'hommes, Mhm. plus d'élus masculins à l'Assemblée nationale française qu'à la mairie de Paris, où comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez mixte. Ouais. Peut-être parce qu'on travaille moins en équipe. Nous, Mhm. dans le cabinet, on est 6 conseillers. À l'Assemblée nationale, les députés ont plutôt 1 ou 2 personnes avec eux à Paris. Mhm. Il y a peut-être moins le groupe qui protège aussi. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est assez remarquable, ouais. Mhm. Comment ces discriminations... vu que vous n'avez pas de discrimination, cette question ne vous concerne pas. Donc, y a-t-il des comportements qui sont posés à l'égard des femmes dans un milieu politique pouvant correspondre à des comportements déplacés, par exemple des avancements? Oui, c'est un peu l'exemple que je prenais avec l'Assemblée nationale. Moi, j'en ai jamais subi, Mhm. mais c'est le cas. Peut-être que vous avez entendu parler en France de récentes affaires d'abus de la part, par exemple, du député Denis Baupin, qui est un député écologiste en France. Là, hier, il y a eu un jugement qui a été rendu. Enfin, c'était pas vraiment un jugement. Mhm. Juste les juges ont dit à prescription sur les faits qui sont passés, mais d'abus sexuels, de harcèlement envers d'autres élus et envers des collaboratrices du coup dans les années 90. Ok, donc ça date en plus, ça a été gardé. Ça date sous un peu, silence. mais en fait, si on a, ça arrive assez régulièrement que ce genre d'affaires refasse surface. Mhm. Ok. Pensez-vous que les femmes se mettent une pression en rentrant dans le milieu politique juste parce qu'elles sont des femmes et donc une minorité? Certainement. Parce que on voit, certaines enquêtes sociologiques le montrent, pas forcément sur le milieu professionnel et politique, mais que les femmes se mettent en général plus la pression. Alors ça commence à l'école, Ouais. avec des remarques de professeurs qui sont pas les mêmes sur les petites filles et sur les petits garçons. Je trouvais une étude intéressante cette semaine, des sociologues qui avaient analysé les bulletins de notes des jeunes élèves à l'école. Et remarquaient que, par exemple, pour les filles, celles qui réussissaient, c'est parce qu'elles travaillaient beaucoup. Elle travaille beaucoup, elle est très sérieuse. Et souvent, pour les garçons, on disait il utilise ses capacités, ou alors pour un garçon un peu plus en difficulté, peut mieux faire, a de bonnes capacités, ne les exploite pas assez. Mhm. Donc, même inconsciemment, dès l'école, déjà, il y a des inégalités qu'on finit par intérioriser quand on est un garçon ou quand on est une fille. Ouais. Et donc, je pense qu'automatiquement, quand on arrive sur le monde du travail, peut-être pas pour toutes, mais en tout cas pour certaines, on se sent obligé de faire plus pour arriver au même résultat. Mhm. Puis d'ailleurs, on le voit, hein, les femmes sont en France moins payées que les hommes, environ 30%. Alors certes, c'est parce qu'elles travaillent plus que les hommes à temps partiel, mais c'est aussi parce qu'on considère qu'elles doivent être moins payées, donc elles ont un peu moins de valeur. Pour arriver à être dans les yeux des hommes un être avec autant de valeur au travail qu'un homme, il faut sans doute donner plus. Est-ce que vous pensez que si un homme occupait votre poste en ce moment, il aurait pu y parvenir en ayant moins de diplômes ou moins d'expérience? À la mairie de Paris, non. Mhm. En général, je ne saurais pas vous dire. Ok. Donc, est-ce que vous considérez que l'éducation est quelque chose de très important, surtout pour les femmes, pour obtenir des postes qu'elles souhaitent? Bien sûr. Si dès toutes petites, on enferme les femmes dans des rôles subalternes, qu'on les fait jouer plus à faire la cuisine qu'à devenir médecin ou chef d'entreprise, évidemment, on reproduit. C'est très clair et plus on répète ça souvent, moins on est aussi protégé par sa famille qui parfois casse les clichés, enfin dans certaines familles, pas dans d'autres. Plus on reproduit les mêmes schémas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je sais pas, ma sœur est en école d'infirmière. Je pense que 80% des élèves dans sa classe sont des filles. Ouais.
Quand on va dans des écoles d'ingénieurs en France, 80% sont des hommes. Donc, il y a encore des métiers qui sont vraiment attitrés à un sexe plutôt qu'à un autre. Oui, bien sûr. Ouais. Puis, est-ce que ça se ressent en politique aussi, ou avec le temps, vous sentez que ça s'égalise? Alors, en politique, c'est une question intéressante parce que aujourd'hui, ça devient de plus en plus mixte quand on regarde les élus, mais en grande partie grâce à la loi qui oblige, dans certains contextes, pour certaines élections, une parité. Par exemple, pour les législatives, pour devenir député à l'Assemblée nationale, c'est toujours un ticket mixte, un homme, une femme. Et il faut que, et certains partis ont été d'ailleurs un peu plus en avance, par exemple le Parti socialiste, a instauré une mixité, enfin une parité parfaite dans ses élus, depuis, je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais ça fait déjà plusieurs années. Donc on avance, mais on avance parfois aussi un peu par la coercition. Mais moi je suis convaincue que si au début on force un peu les gens et puis qu'après tout le monde voit qu'en fait une députée femme fait le même travail qu'un député homme, ben, ce sont les mentalités qui changent et qu'un jour ça deviendra naturel. Est-ce qu'il y a une différence entre les salaires dans le milieu politique pour les hommes et les femmes? Je ne saurais pas vous dire exactement. Okay. J'imagine que la discrimination de salaire pour les femmes, c'est un peu pour tous les domaines et je ne vois pas pourquoi la politique serait épargnée. Ouais. Il arrive-t-il qu'on remette en question les capacités cognitives d'une femme lorsqu'elle occupe un poste élevé seulement en raison de son sexe? On a souvent entendu parler, admettons qu'une femme ne pouvait pas gouverner en raison qu'elle était trop émotionnelle ou trop maternelle. Donc, est-ce qu'on leur attribue des qualités qui peuvent jouer contre elle? Ou qu'elles ne savent pas nécessairement assez du domaine parce que c'est un milieu pour les hommes attitrés au sexe masculin, vraiment plus de virilité. Ben, c'est vrai qu'il y a des remarques qui sont très fréquentes. Je repense encore à l'Assemblée nationale. Vous allez dire que je fais une fixation sur cette institution, mais on a vu parfois des remarques sexistes lancées à des femmes parce qu'elles portaient des robes. Donc c'est pas des traits de caractère, mais on fait encore des remarques à des femmes politiques et donc on remet aussi en question leurs compétences quand on leur parle de leur robe. On ne parle pas de ce qu'elles sont en train de dire devant tout le monde à l'Assemblée. Et puis puisqu'on est à la mairie de Paris, j'ai envie de prendre l'exemple de la maire de Paris qui s'appelle Anne Hidalgo. Donc c'est la première maire avec un E de Paris et c'est vrai que c'est une femme qui s'impose beaucoup, qui fait un très bon job, les Parisiens en sont très contents, mais parfois je lis dans des articles des choses assez étonnantes où effectivement parfois on peut lui prêter des caractères traditionnellement attribués aux hommes et trouver ça vraiment super ou aberrant. Ou aberrant, l'un comme l'autre. Par exemple, on dit tiens, c'est une femme qui tient bien sa majorité ou qui se laisse pas faire. Donc les journalistes, quand ils le disent, quand ils disent que c'est une battante, qui utilise des mots finalement assez masculins, pensent pas mal faire. Mais de s'étonner qu'elle puisse avoir des traits de personnalité souvent attribués aux hommes, moi je trouve que déjà c'est une forme un peu de sexisme. Je sais pas si c'est dégradant, mais en tout cas ça montre que inconsciemment les gens ont des représentations. On peut pas voir la femme comme quelqu'un qui pourrait gouverner, par exemple. Oui. Ou alors quand elle gouverne, on trouve ça presque étonnant. Qu'elle puisse tenir tête au président de la République, qu'elle puisse s'imposer face à des hommes. Parce qu'on est habitué à voir la femme toujours à se soumettre à l'homme à cause de tout. Mais en tout cas, en politique, on constate que ça met plus de temps qu'ailleurs pour se transformer. Et que ça bouge. Je pense qu'il faut être fondamentalement positif. Parce qu'en France, vraiment, ça évolue. Mais encore, parfois, il y a des réflexes étonnants. Est-ce que vous pensez que ça évolue aussi lentement dû au fait que ce milieu-là existe depuis tellement longtemps? Je sais pas trop. C'est vrai qu'en politique, il y a aussi la cooptation qui peut jouer. Quand on est élu, on a tendance à choisir son poulain, à s'entourer des gens en qui on peut avoir confiance pour la suite. Et donc, est-ce que les hommes ont plus tendance à pousser d'autres hommes à prendre les postes de responsabilité et que du coup, pour répondre à la question, ça se perpétuerait d'autant plus dans le temps et le poids des années ferait que c'est pour ça que c'est très lourd d'en sortir, peut-être. C'est possible. 嗯哼。 C'est possible. 嗯哼。 Mm-hmm.
Donc, juste pour revenir un peu à cette question-là, est-ce que vous considérez que les qualificatifs qu'on attribue aux femmes peuvent freiner dans son épanouissement en politique? Bien sûr, si on répète toujours aux femmes qu'elles sont moins capables de gouverner, qu'elles sont trop gentilles, qu'elles laissent passer les choses, au bout d'un moment, quand on répète les choses encore et encore, on peut finir par s'en persuader. Mais ce serait une erreur de penser que les femmes écoutent toujours ce qu'on leur dit, le croient et se résignent, parce que c'est dur. Il y en a aussi qui prennent le problème à bras-le-corps, qui s'imposent et qui montrent qu'on peut faire aussi un très bon boulot en politique en étant une femme. Souvent, c'est comme une... je sais pas c'est quoi le mot, mais comme... ça nous pousse à aller plus loin encore, de nous faire dire des mauvaises caractéristiques pour qu'on prouve aux autres qu'on est en fait capable d'y arriver. Peut-être, ouais. Et que ça joue en étant une femme, mais je pense à des politiques... par exemple, la maire de Paris, qui cumulait vraiment tout. C'est une femme. Elle est née en Espagne, donc elle n'était pas française. Elle a grandi dans un milieu très populaire dans la banlieue de Lyon, une ville dans l'est de la France. Et aujourd'hui, elle est maire de Paris. Et moi, je pense que sa force de caractère, et si elle en est là aujourd'hui, c'est peut-être aussi dû à son histoire. Exactement comme vous le dites, que quand on surmonte des obstacles, on gagne en force, et donc ça peut nous permettre d'aller encore plus loin. Ouais, son passé l'a forgée à être ce qu'elle est aujourd'hui. Question 8. Le côté maternel d'une femme est-il un frein à son accomplissement professionnel? Comme par exemple, on dit, par exemple, aux États-Unis, on reprochait souvent à Hillary Clinton qu'elle était justement trop maternelle, puis qu'elle ne pourrait jamais gouverner le pays parce qu'elle s'attacherait trop aux gens ou des choses comme ça. C'est finalement un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je pense que c'est faux. J'en suis même persuadée, on est de plus en plus à en être persuadée. Donc c'est vrai que certains peuvent continuer à tenir ce genre de discours. Peut-être que des femmes continuent encore à se sentir moins légitimes pour occuper certains postes à responsabilité parce qu'elles entendent ce discours-là, mais je crois vraiment que ça change. En tout cas, non, c'est pas un frein. Le fait de le répéter, ça peut devenir un frein pour certaines. Donc, encourager les femmes à justement comme se rassembler ensemble, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va faire avancer les choses? Je sais pas trop. Je pense que le combat féministe, donc quand même mené essentiellement par des groupes de femmes, a fait beaucoup avancer les choses. Que les combats, les grands combats symboliques et les combats sur le droit aussi, sur l'égalité de salaire qui progressent, on les gagne aussi avec ces gens qui s'organisent, ces femmes qui se rassemblent. Mais on n'est jamais aussi fort quand même que quand on arrive à montrer que la mixité, ça existe. Donc le combat féministe, il doit aussi se mener avec les hommes. Donc pas uniquement essayer de combattre contre les hommes, mais de s'unir avec eux pour créer une égalité. Parce que le féminisme, c'est pas combattre les hommes. C'est ça, exactement. C'est tout le contraire, c'est prôner l'égalité. Et ceux qui disent je suis féministe et qui veulent se venger des hommes, parce que vraiment pendant des années, les femmes, depuis la nuit des temps, ont été discriminées sur certains aspects, celles-là n'ont rien compris. Le féminisme, ça se mène avec les hommes. Et l'aboutissement du féminisme, c'est l'égalité, pas la supériorité de la femme. Dans les débats politiques, les conférences ou les discours, est-ce que vous pensez qu'il y a un sexe qui a plus tendance à s'emporter en raison de ses émotions? Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate que dans un débat, quand il y a un homme et une femme face à face, statistiquement, l'homme parle plus que la femme. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la femme parle plutôt pour dire des choses très fondamentales et très utiles et que l'homme a plus tendance à blablater? Je sais pas. Mais en tout cas, l'inégalité femmes-hommes, elle se constate aussi dans ce genre de détails. Je ne saurais pas répondre précisément à cette question, mais je pense que cet exemple peut être un peu parlant. Mais est-ce que ça pourrait être en raison du fait que les femmes ont trop peur de s'imposer dans certains débats et les hommes pourraient directement, pas les insulter, mais faire des commentaires comme « Non, tu n'as rien à dire, vous savez rien » ou des choses comme ça? Ça arrive forcément, mais l'inverse arrive aussi, je
pense. Mhm. C'est difficile de faire une généralité. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser, donc ça arrive pas assez souvent pour le généraliser, mais ça arrive. En tout cas, dans le débat public français, quand on regarde la télévision, par exemple, Mhm. ça arrive quand même très rarement qu'un homme se permette de faire une remarque sexiste à une femme Mhm. pendant un débat où, Heureusement. heureusement, quand même, on a gagné ça. Ça veut pas dire que parfois les attitudes peuvent être intimidantes, ça veut pas dire qu'il se dit rien en coulisses, Mhm. mais De manière ouverte, c'est pas... non, ça serait pas accepté de la part de la population française non plus. non, je pense pas. Il y a toujours des gens qui se permettent ce genre de choses, mais c'est une minorité. Mhm. La prochaine question, c'est... Ouais, mais en fait, c'est plus de savoir, est-ce que vous pensez qu'au 21e siècle, parce qu'au 20e siècle, la féministe, c'était Simone de Beauvoir, c'était elle qui a vraiment amené tout ce combat plus ancré dans la société, mais est-ce qu'au 21e siècle, jusqu'à maintenant, on pourrait donner ce titre à une autre féministe qui se bat vraiment en France pour les droits de la femme? Alors déjà, je dirais qu'au XXe siècle, c'est pas la seule. C'est qu'il y en a eu beaucoup, elle fait référence bien sûr, mais même avant, on peut citer parmi les figures historiques des droits des femmes Olympe de Gouges par exemple, mais il y en a beaucoup. Pour aujourd'hui, c'est toujours difficile de désigner une femme parce que souvent la postérité ou le fait de rentrer dans l'histoire, on le voit après, grâce aux achèvements que les personnes ont pu faire dans leur vie et puis grâce aussi à la hauteur historique que ça prend. Est-ce que les avancées restent? Est-ce que ça a vraiment fait avancer la société? En France, il y a plusieurs féministes connues dans les médias. Je ne sais pas si ce sont les meilleures, mais si vous voulez quelques références, il y a Caroline de Haas, par exemple, H2AES. Il y a Madame Fourest également, qui sont, à mon avis, les deux figures médiatiques les plus présentes aujourd'hui dans le débat. Après, c'est vrai qu'il y a, au XXe siècle comme aujourd'hui, il n'y a pas un seul féminisme. Il y a plusieurs définitions en fait. Tout un éventail de... Alors il y a plusieurs définitions, puis il y a plusieurs aussi manières d'exercer le féministe. Dans les groupes féministes en France, vous en avez qui sont... vous irez voir, mais il y a Oser le féminisme qui agit pas de la même manière que les femmes à barbe, par exemple. Chacune a un peu... ses propres modes d'expression. On peut penser que ça sert ou que ça dessert plus ou moins la cause. Il y a les Femmes, bien sûr, qui sont internationalement connues et qui existent aussi en France. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie question de définition de ce que c'est que le féminisme. C'est pour ça que quand on est une femme, ou un homme d'ailleurs, on a plutôt le choix en France sur comment est-ce qu'on souhaite s'engager, de qui on se sent le plus proche. Est-ce que vous pensez que des manifestations du genre des Femmes ont fait avancer les choses, pas uniquement dans le milieu politique, mais au niveau de la société en général? Ou ça passe dans le... comme... c'est pas... les gens sont... pas aussi pris au sérieux. Ouais, les gens sont habitués aux manifestations, donc c'est comme une autre manifestation parmi tant d'autres. C'est comment que c'est interprété? Alors j'ai l'impression déjà qu'elles sont pas très très nombreuses, les Femmes, ou qu'en tout cas elles le sont plus beaucoup. Elles ont eu un peu leur moment de gloire, je pense... au moment de la loi sur le mariage pour tous, avec un débat qui avait duré pas mal de temps en France, et donc aussi parallèlement beaucoup de manifestations dans la rue d'un côté comme de l'autre. Vous avez peut-être entendu parler de la Manif pour tous, qui regroupait toutes les personnes qui étaient contre le mariage pour tous. Bon, là c'est vrai que les Femmes avaient été assez actives, mais on les entend pas tant que ça. Moi c'est un avis très personnel, mais je trouve que les Femmes ne servent pas vraiment à la cause féministe parce que le message n'est pas très audible. La plupart du temps, on les voit simplement nues et emmenottées par la police assez violemment. Donc, c'est pas une image qu'on veut associer au féminisme nécessairement. Moi, j'aime bien le féminisme qui réfléchit. Je pense aussi que d'une manière générale, dans la lutte pour les droits, moins on est violent, mieux c'est. Même si l'histoire a prouvé que parfois la violence a fait avancer les révolutions, et en tout cas je pense qu'aujourd'hui quand même on est en démocratie et que les méthodes parfois un peu violentes des Femmes sont certainement pas les plus efficaces,
On voit, hein, leur message est un peu inaudible. Et bon, je trouve que son pas est meilleur. Selon vous, ça serait quoi la définition du féminisme la plus adoptée à Paris? Je pense que c'est la lutte pour l'égalité. Ouais, mais est-ce que c'est plus celle qui est... on veut arriver à l'égalité par des débats, par la discussion, ou vraiment comme s'imposer par des manifestations et tout? Il y a sans doute un peu les deux, en fait. C'est sûr que d'argumenter sur le fond, de diffuser la parole féministe, vraiment de faire ruisseler ce thème dans le débat public, ça c'est un travail de long terme et c'est toujours utile et je pense que ce travail de fond il est absolument essentiel. Après, parfois il est aussi nécessaire d'aller dans la rue et de manifester. Ouais. Alors pas de taper sur les policiers ni sur les hommes, mais oui, parfois il faut manifester. Demain c'est le 8 mai, donc la Journée internationale des droits des femmes. Je sais qu'il y a des manifestations qui sont prévues et parfois ça permet de mettre en lumière aussi ce problème d'égalité encore aujourd'hui qui existe et qu'on ne voit pas toujours. Ouais. Est-ce que vous trouvez que dans les milieux scolaires, on parle assez de féminisme et assez des droits des femmes? Comme vous êtes jeune, sûrement, est-ce qu'à l'école, on parlait assez de ce sujet-là ou c'était quelque chose qui était plus tabou? Alors c'est pas tabou. Après, moi, je pense qu'on pourrait en faire plus. En France, on a ce qu'on appelle les cours d'éducation civique, qui sont surtout pour les jeunes qui ont entre 6 et 15 ans, en fait, le primaire et le collège, ça s'appelle comme ça chez nous. Et dans le cadre de ces cours-là, bien sûr, on parle d'égalité, de respect, d'égalité y compris salariale. Mais... en tout cas, je crois que dans mon parcours, j'ai jamais entendu le mot féminisme. Ah non. Ça veut pas dire qu'on n'en parle pas, mais en tout cas, la cause féministe en tant que telle est finalement assez peu abordée. Alors peut-être que ça a changé, parce que je suis quand même sortie de l'école il y a quelques années, mais c'est pas un thème central. Je sais que les professeurs sont formés à l'égalité, mais qu'ils le sont plus ou moins, parce qu'il y a la formation initiale, l'école des profs, les ESP, ça s'appelle comme ça en France, où il y a une sorte de socle commun d'éducation à l'égalité pour, en tant que professeur, être attentif aux problèmes de discrimination, être particulièrement intransigeant sur l'égalité au sein de sa propre classe, et puis pouvoir en parler aussi sur des cours de fond comme l'éducation civique. Mais après, finalement, la formation, elle se fait aussi dans les écoles. Et là, je pense qu'il y a des inégalités... assez prononcée entre les écoles sur ce sujet comme sur d'autres. Mais on n'en fait jamais assez. Donc vous pensez pas que les jeunes en parlent assez? Par exemple, les jeunes de 16 à 18 à 20 ans? De toute façon, l'école, c'est le socle commun des valeurs. Donc, alors sur 16, 18, 20 ans, on est déjà un peu plus indépendant de sa famille. Mais c'est très important quand on est jeune, enfin très jeune quand on est enfant, et puis que ça continue jusqu'au bout du parcours scolaire d'en parler. Parce que l'école, ça sert à compléter ce qu'on apprend dans sa famille. Et tout le monde sait qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même famille. Il y a des familles dans lesquelles on parle plus ou moins de ce genre de thème. Donc le but de l'école, c'est d'arriver à créer ce socle commun de valeurs qui fait qu'on peut vivre tous ensemble et vivre plutôt bien, y compris quand on est une femme dans une société. Donc on n'en parle jamais assez, ça c'est sûr. Après, je pense que quand on a 16, 17 et 18 ans, en plus en France en tout cas, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et après, donc, il y en a qui arrêtent complètement, il y en a qui se tournent vers des formations professionnelles, il y en a qui feront des études 10 ans plus tard. Donc c'est toujours bien d'en parler. Mais la période cruciale, elle est avant, quand on a tout le monde encore. Et quand on peut expliquer aux enfants que ça c'est fondamental et que finalement ça va s'inscrire dans leur esprit et dans leur manière de vivre. Et que l'égalité sera ancrée vraiment dans la société aussi grâce à eux après. Avec les élections présidentielles qui arrivent sous peu, est-ce que vous pensez que, puisqu'il y a une femme qui se présente, celle-ci est perçue différemment que des autres qui se présentent en raison de ses idéologies ou de son sexe? Je sais pas trop. Il faudrait faire des sondages pour
essayer de comparer à 2 candidats avec exactement le même programme, le même âge, à peu près le même profil, mais un homme et une femme, s'il y a des différences. Je pense que ça joue quand même un petit peu encore en France aujourd'hui. Alors dans un sens comme dans l'autre, que certaines personnes ne voteront pas pour une certaine candidate parce que c'est une femme, et à l'inverse, que d'autres voteront parce que c'est la seule femme. Ouais. C'est des exemples sans doute isolés, mais sur la primaire du Parti Socialiste, pour désigner le candidat qui est aujourd'hui Benoît Hamon et qui sera le candidat du Parti Socialiste pour la présidentielle, il y a eu une primaire et il y avait une seule femme. Et moi je connais 2 personnes, 2 femmes, qui ont voté pour cette femme parce que c'était une femme. Et moi je trouve ça un peu dommage en fait, parce que l'égalité c'est pas ça. Le jour où hommes et femmes pour voter, c'est voter pour une idéologie, pas nécessairement pour une personne. Je pense que c'est aussi nocif de voter pour quelqu'un parce que c'est une femme que l'inverse. Pas voter pour elle parce que c'est une femme. Je pense que ça joue encore un peu. Après sur cette élection 2017, je sais pas si ça jouera autant parce que je crois que la seule femme qui se présente, en tout cas parmi les grands candidats, on ne sait pas encore exactement qui sera candidat. Il faut tout un principe de récolter les signatures des élus en France avant d'avoir sa candidature validée. Mais aujourd'hui, la seule candidate, c'est Marine Le Pen, candidate d'extrême droite. Donc, elle a un bagage un peu lourd. Je pense pas qu'on pourrait dire qu'elle serait élue parce que c'est une femme. Elle est tellement originale dans le spectre que les gens votent pour elle pour autre chose que pour son genre. Ou l'inverse, pas pour elle, non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle est d'extrême droite. Ok.